La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, on tente de laver plus blanc, mais ça n'est pas gagné. La Croix nous parle prévention. Des entreprises disent non à la corruption. Et France Football poursuit son enquête. Qatar 2022, le témoignage qui accable. Des scandales, il y en a d'autres en une ce matin. À cause de l'encombrement des services administratifs, le Parisien à la retraite, mais privé de pension. À cause des pratiques des grands groupes, l'Humanité, Suez, Veolia, 100 000 foyers victimes de coupures d'eau. Et puis ce scandale des enfants traumatisés par un 2 sur 20. Libération, 0 pour les notes. La loi Macron, on ne connaît pas encore la note qu'elle aura au final, mais en tout cas elle fait parler. Mais oui, puis il y a d'abord le constat politique en une du Monde. La loi Macron, pomme de discorde de la majorité. Le journal évoque l'empoignade ministérielle, la peur de l'accident. Et puis il y a le fond. Le Parisien cite les rapports et analyses contradictoires de ceux qui promettent monts et merveilles et emplois par milliers à ceux qui tempèrent les ardeurs. D'un côté, le ministre de l'économie et de l'autre, ce membre de l'intersyndicale des commerces parisiens qui prédit un changement de la qualité de l'emploi. D'un côté, dit-il, les grandes enseignes créeront des emplois précaires à temps partiel. De l'autre, on observera des destructions d'emplois à temps plein dans les petits commerces de centre-ville. Mais les éditorialistes ce matin pointent surtout l'incohérence. Celle des Français d'abord. Comme le rappelle Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, selon les sondages, une majorité de Français est pour l'ouverture des commerces le dimanche, mais une majorité ne veut pas travailler ce jour-là. Incohérence de la future loi aussi. Emmanuel Macron, nous dit Raymond Courreau dans l'Alsace, veut ménager les défenseurs du farniente et ceux du boulot. Cela donne un texte chèvre et chou qui prône des ouvertures différenciées selon les zones, les exceptions juridiques et surtout les humeurs de la gauche. Le texte du Golden Boy de Bercy, poursuit-il, s'apprête à grossir la pyramide des lois complexes qui sont la hantise des entrepreneurs français ou étrangers. L'épicier sera sanctionné s'il vend ses raviolis à Villefranche-les-Corbeaux et applaudi s'il tient boutique à Paris ou Cannes. Absurde! Tout comme l'idée de proposer 12 dimanches ouverts par an. Le PS en propose 7, pourquoi pas 33 ou 9 ? On peut déduire, conclut Raymond Courreau, de tout cela, une seule chose qui n'a rien de rassurant. L'absurdité fonctionne bien 7 jours sur 7. Voilà, sur les 7 ou 12 dimanches ouverts, Richard Ferrand, le rapporteur de la loi, disait à Jean-Pierre Gabache tout à l'heure, ce sera le Parlement qui décidera. Exactement. Natacha, les hommes circulent à peu près librement dans le monde, les capitaux aussi. Mais oui, pendant que la France se débat pour préserver une certaine idée du travail et de la protection sociale, les capitaux qui circulent à la vitesse de l'électricité, eh bien, se promènent encore plus. Alors certes, la France a pourtant promis d'instaurer une taxe Tobin, souvenez-vous, c'était dans les promesses du candidat Hollande. Sauf que Libération et le Figaro nous expliquent comment la France a fait volte-face. Désormais, alors que l'Allemagne, l'Autriche et même l'Espagne défendent la taxe, c'est la France qui espère en diviser par 10 le montant. Et le Figaro, peu soupçonnable de propagande gauchiste, explique par cette phrase lapidaire: la reculade de Bercy est attribuée au lobby bancaire. Le ministre veut préserver les intérêts des grandes banques, BNP et Société Générale, qui mettent en avant le risque de délocalisation. À quelques pages d'intervalle, toujours dans le Figaro, il est aussi question de délocalisation. Une délocalisation interne. C'est ainsi que les petits entrepreneurs du BTP évoquent l'effet des travailleurs détachés que l'Europe autorise à payer selon les charges sociales de leur pays d'origine. Stéphane Kovacs raconte le constat des petits patrons qui craquent les uns après les autres pour ne pas perdre des marchés et qui ajoutent qu'après tout, ils ne trouvent pas de Français qui se bougent. Les Polonais, eux, acceptent de travailler le dimanche pour tenir les délais. Bien sûr, ils ne respectent pas forcément les contraintes sanitaires et environnementales, les règles sur l'amiante. Alors, quand on lit ça, on se dit que la loi Macron pour ces PME, elle est très très loin. On le sait, Natacha, depuis ce week-end, l'antisémitisme sera grande cause nationale en 2015. Oui, sauf que justement, ce sera cause nationale. L'opinion revient sur les déclarations du ministre de l'Intérieur après l'agression de Créteil, faisant de l'antisémitisme donc cette cause nationale. Un terme qui, nous dit le journal, n'a strictement aucun contour juridique, contrairement à la grande cause nationale. D'accord. Donc ça sera cause nationale et pas grande cause, et ça change tout. Et ça n'est pas du tout pareil. D'accord. Mais ça fait toujours très bien dans un discours. Alors il faut absolument lire sur le site Causeur l'article de Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie. Nouvel antisémitisme, de qui se moque-t-on ? Il parle des tentatives pour alerter depuis 15 ans sur un antisémitisme devenu, selon lui, un fait culturel. Et puis sur les accusations qui pleuvaient, facho, réac. Les Juifs, dit-il, se sont sentis seuls au moment des affaires Halimi et Mera. Le peuple des militants de gauche n'était plus là. Ces gens de gauche qui rêvaient que Mera soit un skinhead, que Nemouche soit un néo-nazi et que Youssouf Fofana soit un fou. Le texte est sombre, très sombre, comme un avenir aveugle. Et si on oubliait tout, Natacha ? Exactement, c'est peut-être la solution. Et le magazine Néon nous raconte l'histoire étrange et incroyable d'un garçon australien de 21 ans, un garçon
sans histoire, mais au sens propre. Il souffre d'une forme extrême d'amnésie qui lui fait oublier non seulement son passé, mais toute sa vie, au fur et à mesure. Rien ne s'imprime sans qu'on sache si le mal est d'origine physique ou psychologique. Il est incapable d'anticiper un événement, incapable d'empathie et en fait de tout ce qui relève de l'expérience. Alors on lit son histoire et on comprend que la mémoire, à l'échelle des individus, comme à celle des civilisations, est le fondement de l'identité et la condition pour s'ouvrir à l'autre. C'est donc dans le magazine Néon. On termine avec une question difficile. Mais oui, savez-vous ce qu'est un canard ? Coin, coin. Eh Jean, je ne vous parle pas du palmipède, ni même du journal, c'est pourtant ma spécialité, mais non, il y a un troisième sens qu'on apprend en lisant Libération. C'est un bâtiment qui a la forme de sa fonction. Comme le premier du genre, une maison en forme de canard géant, construite au bord d'une route américaine par un fermier qui voulait attirer le chaland. Alors c'est un art du laid, du kitsch, un art populaire, nous dit le photographe qui en collectionne les images. Mais en fait, même les grands architectes font des canards. La très grande bibliothèque, par exemple, qui est en forme de livre, ou l'Atomium de Bruxelles, en forme d'atome. Et puis, c'est rassurant, ces lieux qui annoncent la couleur, qui ne trompent pas sur leur fonction. Vous voyez, un peu comme si le ministère de l'économie et des finances avait la forme, je sais pas, du siège de la BNP ou de la Société Générale. Elle lit les journaux comme personne d'autre, c'est Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.